Très bien, bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui des trois évolutions clés intégrées pour appréhender le paid social de demain. Contrairement à ce qui était prévu, je vais assurer cette intervention seule parce que Thomas Kellin est malade. Voilà pour les détails. Donc, je suis Arnaud Marot, je suis Head of Digital Media en charge du paid social, du display programmatique et gré à gré et du tracking et de la mesure chez Artefact France. Voilà, c'est une équipe d'une trentaine de personnes et on est amené à travailler sur tous les marchés, hein, pas uniquement la France. Je parlerai beaucoup de la France aujourd'hui, mais on travaille sur tous les marchés internationaux. Un rapide rappel sur Artefact et ensuite on passera dans le vif du sujet. Artefact, son positionnement est assez hybride, c'est assez spécial, peu d'agences ont ce positionnement sur le marché. C'est avant tout un cabinet de consulting, c'est son ADN de base. C'est aussi un cabinet data. Les deux travaillent ensemble depuis très longtemps. Et ce qui nous permet de travailler sur des cas d'études assez précis que vous avez peut-être dû voir sur le marché. Et enfin, il y a l'aspect digital marketing dont je fais partie, qui est la partie plus agence média, qui a plus de 20 ans d'expérience. Donc, on a la volonté d'être positionné au cœur du marché entre ces trois marchés-là, le consulting, le digital marketing et la data, pour apporter plus de valeur parce qu'on est conscient que c'est cette structure-là qui doit être un peu l'agence de demain. Pour avancer, donc, je vous disais qu'on allait discuter des trois grandes tendances à suivre pour le paid social en 2022. Et justement, à titre d'introduction, je pense que vous en êtes conscient, le levier au cœur du mix, il est peut-être au cœur du vôtre aussi. Ça dépend ensuite des verticales dans lesquelles on est. Hein. Sur le retail, ça va être très fort, sur la beauté aussi. C'est pas toujours le cas sur tous les secteurs business, mais quand même, d'un point de vue global, le paid social est un levier extrêmement puissant qui continue de croître, mais qui est en pleine mutation. Ce qui ne veut pas dire qu'il est le seul. Tous les leviers sont en mutation parce qu'on vit aujourd'hui des changements structurels assez importants et on en parlera. Mais côté paid social, cette croissance très forte mêlée à des restrictions, à des mutations assez importantes, fait qu'on est là aujourd'hui pour en discuter parce qu'il y a un enjeu important autour de ce levier qui est le social chez beaucoup d'annonceurs. Donc, pour rester encore dans cette introduction, j'ai mis ici quelques chiffres du rapport SRI qui provient de l'UDECAM dont Artefact fait partie. Le principe ici, c'est d'avoir les montants investis au global en France en S1 2019, 2020 et 2021. On constate assez rapidement que le social est le seul levier à avoir une croissance à deux chiffres, bien même en 2020, on vivait une crise sanitaire sans précédent qui a beaucoup joué aussi sur les investissements, comme on peut le voir hein, sur le display, notamment où il y a eu des fortes décroissances. Au global, c'est un levier qui a plus de 77% de croissance sur ces 3 années-là. C'est très fort. On est encore loin de rattraper le search, puisque le search reste le levier numéro 1, mais ça montre quand même l'importance du social au sein de On a un petit problème de son, Arnaud, on t'entend plus. On va revenir tout de suite. Snapchat, Pinterest, bon. TikTok sont... C'est tout bon, c'est tout bon. TikTok, Snapchat, Pinterest. Donc, en fait, ces leviers-là sont de vrais outsiders et ils élargissent les possibilités, les solutions qui sont données aujourd'hui aux annonceurs sur le marché en termes de réseaux sociaux. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand bien même ce marché, ces acteurs seraient un peu plus explosés qu'avant, leur roadmap en 2022, elle est quasiment similaire à quelques différences près. La sécurité et la privacy, évidemment, je pense pas besoin d'y revenir. On sait que c'est un sujet prépondérant en ce moment. La mesure qui découle directement de ces changements en termes de privacy et de sécurité. Le social commerce, indispensable, qui a vécu un essor assez puissant avec le confinement, mais qui a toujours existé, on en parlera. Les créateurs et les influenceurs, évidemment, on a de plus en plus recours à la prescription pour faire passer nos messages publicitaires. Je vais vous en parler justement. Mais ces 3 critères-là, il faut les garder en tête, la mesure, le social commerce, les créateurs. Si c'est dans les roadmaps de tous ces acteurs, c'est qu'il y a une raison. Et c'est ça les grandes tendances dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, les 3 grandes parties que je vais aborder aujourd'hui, c'est avant tout vous parler du mix, comment faire évoluer votre mix sur les réseaux sociaux, parce que Facebook n'est plus seul leader. Alors, attention, il ne faut pas se tromper, Facebook est leader en volume, Facebook est leader en nombre d'utilisateurs et en revenus publicitaires, ça ne fait aucun doute.
mais son hégémonie est de plus en plus attaquée par des outsiders qui sont en train de s'accaparer des parts business assez conséquentes. On pourra en discuter. Ensuite, le social commerce en plein essor, je pense que vous le savez, mais il faudra un petit peu définir cette valeur-là, expliquer quels sont les contenus sur lesquels il faudra travailler demain, comment s'y préparer, sur quels outils travailler. Et enfin, les restrictions, c'est indispensable. C'est le problème numéro 1 en 2021 quand on fait de la publicité, les déperditions en termes de signaux. Comment s'y préparer, comment faire en sorte de continuer à travailler, à mesurer les investissements et les efforts qui sont faits chez vous, donc pour un peu contrecarrer, contourner ces restrictions tout en restant dans la légalité, évidemment. Donc, on va commencer par la première partie, comment faire évoluer le mix. Et vous allez voir, je vais être assez concret en me tournant vers TikTok. TikTok, en fait, pourquoi je le mets en avant? C'est pas qu'on a un partenariat avec eux plus fort, pas du tout. C'est plutôt que l'ascension de ce réseau a été extrêmement puissante. En l'espace de 3 ans, TikTok a atteint le milliard d'utilisateurs. À titre de comparaison, ça avait pris entre 7 et 8 ans à Instagram et Facebook. On est forcé de prendre cette information comme une tendance assez forte. Si ce réseau croît aussi fortement, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a une tendance au sein de ce réseau qui est peut-être la tendance de demain pour l'ensemble des réseaux sociaux. L'autre point, c'est la génération Z. Donc cette génération qui est née entre 97 et 2010. Cette génération, elle est très importante. Ce sont les acheteurs de demain. Ce sont déjà les acheteurs d'aujourd'hui, puisque pour les plus âgés, ils ont déjà 24 ans. Ils sont ils ont un pouvoir d'achat. Ils sont capables d'acheter directement en ligne. Donc, justement, c'est ça qu'on veut analyser. Et pour analyser cet effet TikTok, il faut analyser justement cette génération. C'est elle qui va guider l'évolution des réseaux sociaux demain. Et justement, pour l'analyser, il y a 3 grandes tendances qui ont été définies par McKinsey et qui sont assez intéressantes. La première, c'est le principe de nomade identitaire. Alors, en avant-propos sur cette étude, mon but, c'est pas de me poser en analyste de cette génération. Je me base vraiment sur une étude très poussée qui a été faite par des spécialistes. Le point ici, c'est de se dire que on n'est pas forcément des boomers ou quoi que ce soit. C'est une nouvelle génération. Elle a ses attributs. Peut-être que nous aussi avions les mêmes attributs à l'époque, quand on avait leur âge, mais il faut les regarder aujourd'hui et il faut prendre en compte aussi que ces générations-là sont des digital natives. Donc, ça, c'est un changement assez important. Le premier point, c'est le principe de nomade identitaire. Cette génération, elle a besoin de s'exprimer. Elle est née avec les réseaux sociaux et elle a besoin, pour façonner son identité, de la partager et d'échanger sur les réseaux sociaux, sur Internet en général. C'est un point important puisque comme cette génération est née avec les réseaux sociaux, elle va rechercher des réseaux sur lesquels elle est capable de le faire. Et ça nous amène au second point. Cette génération qui est communaholique, ce que ça veut dire, c'est qu'elle va sauter d'une communauté à une autre très rapidement. Elle peut être dans 10 communautés simultanément. Elle va avoir beaucoup plus de communautés que ce que nous avions potentiellement à leur âge parce qu'on n'avait pas accès à ces réseaux sociaux-là. Il faut s'y adapter. Et justement, comprendre que être dans cette communauté, c'est rechercher de la visibilité. Il faut être capable d'y être visible, d'y prendre part de manière active et de pouvoir en sortir très rapidement. C'est-à-dire que cette génération ne veut pas s'enfermer dans une communauté. Il faut qu'elle puisse en ressortir. Il faut qu'elle puisse être présente dans cette communauté jusqu'à ce qu'elle en ait envie. Donc, c'est aussi ce qu'apportent les réseaux sociaux aujourd'hui, la possibilité de dire j'y suis, je n'y suis plus. Je peux changer de communauté facilement. Et enfin, le dialogue. Le dialogue, je pourrais faire une référence un peu aux haters dont vous avez certainement entendu parler sur Twitter, sur les réseaux en général. C'est une génération, une fois de plus, qui est née avec les réseaux sociaux, qui est digital natives et qui, du coup, va chercher à éviter la confrontation. C'est en rapport avec les 2 points précédents, nomade identitaire, communauté, un besoin d'expression, un besoin de visibilité, tout en évitant de craindre la confrontation, de craindre les remarques. Donc, il faut des communautés ouvertes où on puisse s'exprimer et être identifié et partager son identité. Où je veux en venir, c'est exactement ce qu'offre TikTok à cette génération aujourd'hui. En termes de monitoring, c'est un des réseaux les mieux monitorés, c'est-à-dire que tout est monitoré par l'humain et par la machine. Quand on essaye de poster un contenu qui est haineux, on nous pose des questions avant de pouvoir vraiment le pousser sur TikTok, donc il y a quand même énormément de pare-feu. L'autre point, c'est aussi l'algorithme de TikTok, sans rentrer dans l'ultra technique. Si vous vous connectez sur TikTok aujourd'hui, que vous créez votre compte, postez un contenu pour voir, sans avoir aucun ami, sans avoir de communauté, vous verrez que ce contenu va faire des centaines de vues,
va faire des dizaines de likes directement parce que l'objectif de TikTok est d'être très inclusif dans son algorithme. Donc, ce ne sont pas les plus puissants, les personnes qui ont la plus grande communauté qui sont visibles. C'est ça que cette génération vient chercher, c'est ça qui donne énormément de puissance à ce réseau aujourd'hui. Donc, c'est peut-être ça qui va guider aussi les réseaux sociaux de demain. Justement, ça guide les réseaux sociaux, mais ça guide aussi la publicité. Cette génération, puisqu'elle a des attentes différentes, elle a des attentes différentes aussi en termes de contenu publicitaire. Et justement, à ce niveau-là, une étude de Barclay Futurecast assez intéressante. Sur cette génération, 8 personnes sur 10 disent qu'elles préfèrent voir des vraies personnes dans la publicité. Si vous vous baladez sur TikTok, vous verrez que vous aurez très peu de publicité avec des produits sur fond blanc ou avec des packshots produits. C'est pas quelque chose qui sied vraiment à à l'écran dans lequel TikTok met ses utilisateurs. À l'inverse, on a plutôt des contenus personnifiés avec des personnes qui utilisent les produits, qui le placent dans une vidéo avec de la musique en fond. L'autre point, c'est aussi que plus de 70% d'entre eux de cette génération préfèrent de la publicité qui ne dépeint pas une vision parfaite de la vie. On est totalement à l'inverse de ce qui se fait en TVC aujourd'hui, en publicité télé. Donc, c'est important de le comprendre parce que aller sur TikTok, c'est certes pouvoir capter la génération Z comme jamais. C'est-à-dire que c'est très difficile d'avoir cette génération sur d'autres réseaux. Elle est très puissante sur TikTok, mais il faut s'y adapter. Ça demande des capacités en termes de studio et de création qui sont assez importantes parce qu'on ne peut pas utiliser ce qu'on fait sur Facebook, sur Instagram. C'est un peu différent. L'autre point, c'est aussi que cette nouvelle génération, elle pousse de plus en plus pour de la publicité prescrite. Pourquoi? En fait, c'est les résultats qu'ils prouvent. Chez Artefact, on travaille beaucoup sur TikTok avec beaucoup d'annonceurs, mais on a les annonceurs qui réussissent le plus sont ceux qui sont 100% sur de la publicité prescrite. Donc, ils vont faire appel à des influenceurs, à des créateurs, comme les appelle TikTok, pour reprendre des produits. Je vous donne ici des exemples de Clarins. Si sur Instagram, on est plutôt sur des packshots produits qui fonctionnent, sur TikTok, un packshot produit, c'est pas vraiment adapté au réseau. Donc, on va plutôt passer par des prescripteurs ou des utilisateurs pour faire du UGC. Ce sont eux qui vont porter la publicité. On sponsorisera le contenu au nom de la marque, évidemment, mais c'est l'utilisateur, c'est un humain, une personne connue ou non, qui va pousser le produit. C'est comme ça que ça fonctionne. On a des KPI qui sont 2 à 3 fois supérieurs quand on passe par de la publicité prescrite. Donc, important en termes de tendance. Oui, il y a des attentes différentes en termes de contenu publicitaire. Il y a aussi des attentes différentes en termes de méthode publicitaire. Il faut s'y préparer si votre cœur de cible est la Gen Z ou si elle le deviendra demain. Et enfin, un dernier point sur cet aspect un peu plus mix. On a beaucoup mis TikTok en avant, c'est vrai. Instagram et TikTok sont des pionniers dans la mise en relation avec les influenceurs. C'est un point intéressant et je vous invite à vous intéresser à ces produits-là. TikTok Creators Marketplace, donc un outil assez puissant qui vous permet qui permet à une marque d'être mis en relation assez facilement avec des créateurs, avec des personnes qui ont déjà une communauté sur TikTok. L'intérêt, c'est que, on en a parlé, créer du contenu, c'est parfois un peu compliqué sur TikTok parce que ça demande peut-être un peu plus de production côté studio. L'intérêt de ces créateurs, c'est qu'eux connaissent très bien les codes. Vous pouvez passer par eux, ils vont créer un contenu, ils vont le poster sur leur communauté et vous pouvez aussi le sponsoriser auprès des cibles que vous avez décidé. Donc, c'est assez intéressant. Et l'Instagram Creator Shop, elle est exactement dans le même sens. C'est un outil qui est en cours de release sur le marché français qui vous permettra d'entrer très facilement avec des créateurs en fonction de certains critères, leur taux d'engagement, etc. Donc, voilà pour la première partie sur l'évolution du mix. C'est une évolution du mix qui est très, très guidée vers la Gen Z, évidemment. L'autre point, on l'a vu, c'est le social commerce. Dans cette mutation, le social commerce fait partie de la grande tendance en 2022. C'était déjà une grande tendance en 2021. C'est important qu'on s'y arrête pendant quelques minutes parce qu'il y a des opportunités business assez conséquentes pour les marques qui savent faire du social commerce et pour les marques qui s'adapteront le plus vite aux nouveaux formats et aux nouvelles attentes en termes de commerce, justement, sur les réseaux sociaux. Donc, le premier point, je reprends un principe qui est un principe de Facebook, mais que je trouve très bien défini, c'est le principe de valeur totale. Le principe de valeur totale, il vise à aider les marques à s'évaluer sur les réseaux sociaux, à savoir si elles sont puissantes, si elles sont bien positionnées, si elles exploitent un maximum de fonctionnalités, au maximum les fonctionnalités. Le premier, c'est la publicité. Est-ce que de l'impression jusqu'à la vente, est-ce qu'on est bien positionné, est-ce que les résultats sont bons, est-ce qu'on est dans les benchmarks de performance? Ça, c'est un premier critère. Les contenus organiques, est-ce qu'on poste assez souvent? Est-ce qu'on a une variété de contenus intéressante à cette vidéo, des assets vidéo, des statiques, des jeux concours, peu importe.
Est-ce qu'on a une vie? Est-ce que la marque vit vraiment sur les réseaux sociaux auprès de sa communauté? Et enfin, l'appel aux créateurs et aux influenceurs. Donc ça, justement, c'est est-ce que ma marque est portée naturellement ou après rémunération par des créateurs, par des influenceurs? Est-ce que ma marque est une marque dont on est fier de pousser sur les réseaux? C'est une autre manière de pousser aussi votre marque au-delà de la publicité. Cette valeur totale, elle évolue. Désormais, on y intègre le commerce. On intègre le commerce parce que c'est les solutions qui sont créées et les capacités business qui vont de pair avec ces solutions sont tellement puissantes qu'on aurait du mal à les intégrer dans la publicité, dans le contenu organique ou dans les créateurs et les influenceurs. En réalité, le social commerce, il transpire dans chacune de ces parties-là, mais c'est une partie, c'est un élément indépendant qu'il faut vraiment travailler de manière indépendante dans ce concept de valeur totale. On va justement le définir. C'est un point important parce qu'aujourd'hui, le social commerce est assez mal défini. Si on devait le définir, on dirait que c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Le social commerce, on en a toujours fait. Je pense que sur ces 5 dernières années, un site marchand a fait du social commerce sur les réseaux sociaux. Le point de base, c'est que je crois qu'aujourd'hui, plus de 90% des sites marchands en Europe ont un compte sur les réseaux sociaux et font de la publicité. C'est du social commerce, puisque, in fine, l'objectif, ça reste quand même de vendre des produits. Par contre, en termes de définition, on peut aller chercher plus loin, on peut être plus exigeant. Le point numéro 1, c'est que le social commerce est la capacité qu'ont les réseaux sociaux à permettre aux utilisateurs de découvrir des produits. Ça, c'est le cas aujourd'hui. On va en discuter, mais bien sûr que c'est le cas, on le sait, c'est pas une nouveauté. C'est pour ça qu'il existe depuis longtemps. En revanche, ce qui n'est pas encore vraiment le cas, c'est de donner aux utilisateurs la capacité d'acheter ou de souscrire directement sans friction au sein des réseaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a plus de sortie vers les sites web, on n'a plus de sortie vers une application, tout se passe directement dans les réseaux. Ça, c'est en cours de développement et c'est ça le changement de demain, le changement qui devrait arriver en 2022 et qui est très important. Prenons les choses dans l'ordre. Parlons d'abord de la découverte produit. Ça existe déjà aujourd'hui. Des exemples ici avec Facebook ou Instagram, la découverte produit, elle existe par les product tags, la capacité justement de relier un flux produit ou un flux de service directement à un post pour le positionner et augmenter les chances qu'un utilisateur clique, découvre le prix, aille voir la description et achète le produit. L'autre tendance qui est certainement une des grandes tendances de 2022, c'est le live shopping. Il y a énormément de live shopping là en ce moment pendant le Black Friday, les marques l'ont très bien compris, ça va continuer durant Noël, ça continuera durant les soldes et on aura certainement ensuite un socle de marques et d'annonceurs qui maîtriseront parfaitement cette features-là. Si vous êtes un annonceur dans le retail notamment, il faut foncer. C'est une fonctionnalité qui fonctionne très bien, qui apporte des très bons taux de conversion, donc je peux que vous conseiller d'y aller. Ça demande un peu de préparation, certes, mais c'est très puissant. Et désormais, on peut même faire apparaître les produits dont la personne est en train de parler durant le live. C'est quand même assez puissant. Ça renvoie directement vers le site ou vers les shops pour générer des ventes. Et enfin, il y a les e-shops. Donc là, on intègre directement un site marchand dans Instagram pour y faire afficher tous les produits. Ça me permet de maximiser les chances de vente puisque un utilisateur qui est très réseaux sociaux, un Gen Z notamment, à titre d'exemple, va se balader sur les pages, va aller directement dans la rubrique Shops et va regarder un petit peu tous les produits pour avoir un descriptif sans forcément venir sur le site de l'annonceur. Petit parallèle, on se rend compte que sur TikTok, c'est la même chose. Les produits qui sont déployés sont les mêmes. Ça prouve une fois de plus ce qu'on disait au tout début, c'est que les roadmaps sont assez identiques. Le social commerce est très puissant et c'est un concept en plein essor. Donc, justement, on se rend compte que les features sont un peu identiques. Tant mieux, ça veut dire que c'est scalable pour les annonceurs, pour les marques. Ça va être scalable, ce qui est fait sur Instagram est faisable sur TikTok. Voilà pour la découverte. Évidemment, ensuite, il y a l'achat. Et c'est là où tout n'est pas encore prêt. L'achat, ça démarrera par le paiement intégré. Le paiement intégré dans Instagram, c'est le fait de pouvoir donner ses informations, donner son adresse de livraison et ensuite passer directement au paiement bancaire dans Instagram sans passer par les sites web. C'est en test aux États-Unis. C'est en cours de déploiement aux États-Unis. C'est prévu pour 2022 en France et en Europe, même si aucune date précise n'est encore arrêtée. L'autre point, c'est que ça ne s'arrêtera pas uniquement à l'achat, le social commerce, à l'achat directement intra-réseau social. C'est aussi le suivi de la livraison sur Messenger. On pourra avoir une relation one-to-one, la marque avec l'acheteur ou avec le client directement dans Messenger. L'autre point, c'est WhatsApp Business. C'est une solution très puissante en avant-vente pour renseigner sur des produits et en après-vente pour le SAV, pour la livraison et pour toutes les questions qui sont inhérentes derrière à l'achat d'un produit. Donc tout ça, ça va offrir une suite très complète.
ça va intégrer beaucoup de produits, beaucoup de solutions qui sont aujourd'hui assez éparses dans le mix des annonceurs, directement dans les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout va se passer dedans. Dans les réseaux, il y aura toujours du business sur les sites, évidemment. Mais il faut prendre en compte le fait qu'on a quand même des réseaux sociaux qui vont de plus en plus se rapprocher de plateformes e-retail, de plateformes d'e-commerce, un peu comme peut le faire Amazon aujourd'hui. L'autre point, c'est les outils. Évidemment, des outils existent déjà pour préparer ce changement. Je vous invite à découvrir l'outil Commerce Manager de Facebook, dans lequel vous avez toutes les remontées. Tout ce qui est fait d'un point de vue commerce sur vos e-shops, sur vos product tags, sur vos live shopping, vous pourrez le voir ici. Donc, ça vous permet de mesurer un petit peu la valeur qu'apportent les réseaux sociaux directement. Pas d'outils encore de l'autre côté sur les autres plateformes, mais c'est en cours de production et ils seront disponibles très rapidement puisque ça va aller de pair avec le développement du social commerce. Donc, très important de déjà commencer à appréhender ces outils et très important aussi de bien travailler les flux produits et les flux de services si vous en avez. Ce sera une mine d'or demain. Un flux bien optimisé, ça permet d'être très puissant en social commerce très rapidement. Et enfin, dernier point, anticiper aussi les solutions de mesure. Il y a un sujet qui est récurrent depuis 3 à 4 ans. C'est la capacité à mesurer l'influence. Mesurer l'influence, c'est très difficile. C'est un contenu organique qui est poussé par l'influenceur de son côté. Les marques ont du mal à le suivre. Donc, évidemment, avec l'essor de l'influence dont je parlais en première partie et le lien avec le social commerce également, puisque généralement, les influenceurs poussent des produits ou des services pour les marques. On aura la capacité avec des nouveaux outils, Facebook Attribution et TikTok Mission, de suivre les performances des contenus des influenceurs, que ce soit les contenus postés sur leur plateforme ou les contenus sponsorisés par les marques. Donc, on aura une vraie traçabilité de la performance qui sera quand même extrêmement intéressante. L'autre point, du coup, pour terminer avec le social commerce, ça va être la mesure. Donc, justement, en termes de mesure, on a vécu énormément de restrictions durant cette année 2021 et depuis bientôt 4 à 5 ans. Il faut pouvoir les appréhender parce que tous les efforts qui sont faits pour s'adapter à cette nouvelle génération, pour se positionner en social commerce, si demain on ne peut pas la mesurer, on sera incapable de savoir si on a bien fait de faire ces efforts, si on a bien fait d'y investir du temps. Donc, le point numéro 1, c'est de revenir déjà sur une roadmap une roadmap des restrictions. Je ne vais pas la passer en entier, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les restrictions vont continuer de croître avec en apogée les restrictions de Chrome en 2023 qui va bloquer les cookies. Donc ça, ce sera quand même un impact sans précédent. Et l'autre point, c'est le consentement et iOS 14. Donc ça, c'est les gros changements qu'on a vécu en ce début d'année 2021 avec iOS 14 qui a quand même fait une entrée assez brutale. Ça a été annoncé, mais il y a eu un laps de temps quand même très court entre l'annonce et la mise en place. Donc, ça a demandé beaucoup d'adaptation aux agences, aux annonceurs et aux acteurs du marché, que ce soit Facebook, Google ou autre. Et le consentement aussi, qui nous concerne beaucoup en France avec la CNIL, qui bloque énormément de signaux. Donc, justement, comment faire pour continuer de remonter des signaux et de continuer d'évaluer la performance publicitaire? Le point important ici, c'est une étude de Facebook qui a été faite il y a 2 ans et qui préparait justement ces effets-là, puisqu'on savait que les cookies allaient disparaître peu à peu. Le point important, c'est que si demain, on ne s'adapte pas, la restriction sur la remontée de performance, sur la remontée des cookies et des informations qui viennent des pixels sera tellement importante qu'on ne pourra plus travailler sur, par exemple, on ne pourra plus optimiser nos campagnes à de l'achat, on ne pourra plus optimiser nos campagnes à des leads. On devra travailler directement à ce que nous donnent les plateformes parce qu'on n'aura pas assez de signaux pour nourrir les algorithmes. C'est un point important, puisque si demain on change d'objectif et qu'on doit être moins exigeant dans notre manière d'optimiser les campagnes parce qu'on n'a pas assez de données, on va tripler les coûts par action, on va tripler les coûts par lead et on va tripler les coûts par achat. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème assez important puisque c'est une part de valeur quand même colossale quand on revient au tout début de cette présentation et qu'on voit la part que prend le social qui est croissante dans le mix des annonceurs. Donc là, on a 2 modèles qui s'affrontent. C'est pas forcément un affrontement, mais c'est 2 visions différentes. Au sein des GAFA, on a Google et Facebook qui proposent des solutions. Google, avec le consent mode, a plutôt une approche qui est probabiliste, c'est-à-dire que il va remonter ce qu'il peut remonter, et pour ce qu'il n'a pas réussi à remonter, il va l'estimer. Donc, par exemple, si on a 20 ou 30% de non-consentement
on va regarder l'historique des campagnes et Google va se dire, OK, normalement, ce nombre de personnes-là auraient consenti, dans les non consentis, ce nombre de personnes-là auraient converti, alors mon taux de conversion est de temps et voilà mes ventes. Donc, dans une part de vente, on a du réel, une grande part de réel et une part de probabiliste, ce qui est évidemment un peu moins près de la réalité, mais quand même basé sur des données empiriques assez précises. De l'autre côté, côté méta, Facebook, donc, on a un modèle qui est plutôt pragmatique, très réaliste, où le but n'est pas d'estimer des conversions supplémentaires. Le but est justement de chercher à aller en collecter le plus possible malgré les restrictions. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Désolé pour le schéma technique, mais il est important. Ça s'appelle Facebook Conversion API. L'intérêt, pour vous le dire en 2 mots, sans entrer trop dans le langage technique, c'est qu'aujourd'hui et depuis des années, on passe directement par les navigateurs pour collecter la performance. Vous posez des pixels sur vos sites web pour pouvoir remonter des ventes, pour pouvoir remonter des leads. Ça, en fait, c'est remonté par les navigateurs. Et justement, ce sont les navigateurs qui sont les plus restreints aujourd'hui. C'est sur les navigateurs qu'on perd le plus le cookie, c'est là qu'on perd le plus de performance. Le principe de Facebook Conversion API, c'est de contourner le navigateur pour aller chercher l'information directement au sein du serveur client. Je vais prendre un exemple très concret. Prenons une personne, Thomas par exemple, qui cherche une nouvelle paire de chaussures. Thomas va se balader sur Facebook, il va voir un post de Nike pour des running, il va cliquer sur ce post, arriver sur le site nike.com sur Chrome, il va donner son consentement et acheter cette paire de chaussures. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, donc ça c'est la flèche grise en bas dont je vais parler, côté navigateur, on a des restrictions. Dans 30 à 70% des cas, la conversion ne va pas remonter, on n'aura aucune information de la vente qui a été effectuée par Thomas. C'est dommage parce qu'il a fait une vente, elle aurait dû être attribuée à Facebook, elle aurait dû nous permettre d'améliorer notre prise de décision en sachant que ce levier est puissant, mais malheureusement, elle n'est pas remontée à cause des restrictions. De l'autre côté, on sait que Thomas a fait un achat sur le site de Nike, Nike va devoir lui livrer la paire de chaussures, donc évidemment, Nike a ses données personnelles pour pouvoir lui envoyer le produit, et ces données personnelles, il les a dans 100% des cas. Elles sont stockées sur un serveur pour permettre justement la livraison du produit, le suivi consommateur, etc. C'est ces informations-là qu'on va envoyer à Facebook Conversion API. Parce que quoi qu'il arrive, elles n'ont pas été restreintes, elles ont été collectées. On va les hacher et les envoyer dans l'API de Facebook pour pouvoir les matcher avec la plateforme. Donc de cette manière-là, on va maximiser les performances qui sont remontées, d'autant plus qu'elles sont réalistes. Elles auraient dû être attribuées. Évidemment, tout ça reste dans un cadre légal. Il n'y a aucune différence avec ce qui est fait aujourd'hui sur le pixel Facebook. C'est exactement les mêmes engagements légaux. Le seul point important, c'est de ne pas envoyer la donnée des clients qui n'ont pas consenti à l'envoyer, évidemment, d'un point de vue légal. Sinon, pour le reste, c'est de la donnée qui est perdue à cause de restrictions. On peut quand même la collecter et continuer d'évaluer. Voilà pour Conversion API. Justement, pourquoi on parle de cette solution? C'est aussi pourquoi je vous parle de cette solution. C'est aussi pour vous parler des nouvelles méthodes de mesure. Parce que Facebook Conversion API, en maximisant les signaux qu'on remonte, va nous permettre de continuer de mesurer et de passer à des nouvelles méthodes de mesure. Et ces nouvelles méthodes de mesure, justement, c'est l'incrémentalité. L'incrémentalité, c'est une nouvelle manière de mesurer des performances, justement en se disant qu'est-ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait. Je vous donne un exemple. On a un mix média aujourd'hui, on va avoir du search, du display, du social. Que se passe-t-il si je coupe le social? C'est une manière de le faire sans prendre trop de risques, sans tout couper. C'est une manière de se dire, je vais prendre un groupe qui va voir l'élément que je veux analyser et un autre groupe qui ne le verra pas. Et in fine, je vais faire une étude d'incrémentalité. Je vais voir comment les exposés ont réagi en comparaison des non exposés. Ça va me donner une tendance. Ces tendances-là, en fait, on s'en sert beaucoup chez Artefact. On monte des roadmaps qu'on appelle des testing toolkits avec nos clients qui peuvent ressembler un petit peu à ça. C'est-à-dire que sur 4 grandes catégories d'analyse, le contenu créatif, le comportement cross-média, la liquidité, donc la capacité à utiliser les bons ciblages et les optimisations. Sur chacune de ces catégories, on va créer des cas d'études. On va proposer à nos clients des cas d'études en leur disant, voilà, nous, ce qu'on a identifié et qui est important à comprendre, c'est par exemple, est-ce que vous avez vraiment besoin d'intégrer des stories dans votre mix? Est-ce que les stories, en fait, c'est pas de l'argent dépensé qui n'apporte pas de performance in fine? C'est un exemple. Est-ce que, plus avancé, est-ce que le paid social a vraiment un impact business? Est-ce que quand je fais de l'investissement en haut de funnel, en très haut de funnel sur de la vidéo,
est-ce que derrière, à 10 jours, 15 jours, est-ce que j'ai des ventes? Est-ce que ça a un impact sur mon levier search, par exemple? Ça, ce sont des cas d'études qu'on va monter, sur lesquels on va mettre un identifiant et qu'on va placer en fonction de ce que vont nous dire nos clients à toutes les échelles, c'est-à-dire que ce soit sur des côté CDO, CMO, social manager, media manager ou autre. On va leur demander de classer ces études-là par ordre de priorité. Ça nous donne un total. On va placer dans un mapping. Et ici, on va savoir très vite pour notre annonceur quelle est l'importance de cette étude, donc à gauche, quel est l'impact. Et de l'autre côté, nous, on saura, donc en abscisse, si c'est une étude complexe ou simple, et on va organiser ça sur une période de 6 mois pour mener l'ensemble de ces tests-là. Sans Conversion API dont je parlais plus tôt, c'est impossible. On n'aura pas assez de signaux en 2022 et en 2023 pour pouvoir mener ces études-là. Et ce sont ces études-là qui seront intéressantes demain. Parce que l'incrémentalité permet de prendre des décisions très rapidement, des décisions qu'on n'est pas capable de prendre aujourd'hui avec des données qu'on remonte des autres plateformes, parce qu'elles ne sont pas assez précises ou elles ne sont pas assez poussées. Donc, en définitive, je voulais vous montrer un exemple avec un cas qu'on a monté avec notre client Petit Bateau, où on s'est dit, ça faisait partie de ce mapping justement, où on se disait, très bien, moi j'ai besoin de voir l'impact de mes investissements au tunnel sur mon search, sur le paid search et le SEO, parce que concrètement, quand on fait des investissements au tunnel, on ne recherche pas à faire des ventes directes, c'est normal, mais on aimerait quand même se poser la question, savoir si ça a un impact sur l'intention d'achat ou l'intention tout court des cibles que j'ai atteintes. Et justement, c'est ce qu'on a fait ici. On a fait une étude d'incrémentalité où on a créé un groupe qui voit à la fois nos campagnes de paid social en haut de funnel et les publicités en search, et un groupe qui ne voit pas les campagnes de haut de funnel et qui va voir les campagnes en search. L'intérêt ici, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en termes de prise de décision, en l'espace de quelques mois, on est capable de savoir tout de suite que le paid social et participe à une hausse de 10% des ventes attribuées au SEO. Autrement dit, si on coupe le paid social, on va avoir potentiellement une chute de 10% des ventes en SEO parce que le social est un apporteur. On le sait, mais il faut pouvoir le prouver, c'est ce qu'on a fait ici. Et de même, on a une hausse de 8% sur le paid search quand on utilise le paid social en amont de ces campagnes. Donc voilà ce qu'on est capable de prouver avec des études d'incrémentalité. C'est ça la mesure de demain parce qu'on est restreint, on a moins de signaux, et on se reporte du coup sur des études qui sont des études d'incrémentalité qui n'ont pas besoin de données totalement exhaustives pour pouvoir nous permettre de continuer de prendre des décisions. Voilà pour moi, j'espère que c'était assez clair et que vous m'entendiez bien d'ailleurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui, il y a une question, Arnaud. Alors, je ne sais pas si tu m'entends. Alors, je te l'ai envoyé, si tu veux, je peux te la citer. C'est du site commerçant. Il y avait une première question qui était, alors je vais la reprendre. Quid du site commerçant de l'annonceur avec cette vente intégrée, quelle complémentarité? C'est justement la grande question. Et c'est même un grand problème qu'on a soulevé à plusieurs reprises dans les discussions qu'on a eues avec les GAFA, mais aussi avec les réseaux qui avancent le plus vite sur le social commerce. C'est ça, c'est comment faire, comment attribuer la vente si elle est captive d'Instagram, si elle est captive de TikTok, comment faire pour l'attribuer, pour la remettre dans un chemin de conversion. C'est une grande question, aujourd'hui on ne peut pas y répondre parce que les solutions ne sont pas encore prêtes, mais je pense qu'Artefact n'est pas la seule agence, et même côté annonceur, à avoir dit à TikTok, à Meta et à Google que développer le social commerce c'est top, mais il faut pouvoir le réintégrer derrière dans notre prise de décision. Donc ça, oui, c'est une question malheureusement à laquelle je ne peux pas répondre, mais qui a déjà dont les GAFA sont bien conscients. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres questions, Enzo, si tu m'entends. Est-ce que tu as reçu d'autres questions ou est-ce que c'était la seule question durant le live? Non, nous n'en avons pas d'autres. Je ne sais pas si tu me parles, mais je ne t'entends pas. Non, nous n'avons pas d'autres questions. Parfait, pas d'autres questions. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. J'espère que la présentation était instructive. Voilà. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, à bientôt.